Bonjour à toutes et à tous, premier numéro de La Vérité en campagne. À moins de 2 mois des élections municipales, je vais aller à la rencontre de certains nombres de maires sortants qui ont décidé de repartir en campagne pour un nouveau mandat. Je m'efforcerai bien sûr de respecter un équilibre politique entre les candidats de droite et de gauche, parfaite harmonie des tendances, pour tenir compte de la représentation démocratique du corps électoral. Mon premier invité aujourd'hui est François Grosdidier. François, bonjour. Bonjour. Alors, je suis ravie de commencer par vous et d'être ici à Metz. Je vais un petit peu tracer votre carrière et puis après, on rentre dans le vif du sujet, si vous voulez bien. En 1976, à l'âge de 15 ans, vous adhérez au Centre national des indépendants et paysans, cher à Antoine Pinet. En 1983, vous rejoignez le RPR, vous êtes élu sur la liste... 81. Alors en 1981, vous rejoignez le RPR, vous êtes élu sur la liste de Denis Jacquat, vous siégez de 1989 à 95 dans l'opposition de Jean-Marie Roche. J'ai juste là ? Ouais. Super. De 1992 à 2004, vous êtes élu conseiller régional, occupant la vice-présidence de Gérard Longuet, chargé de la reconversion industrielle et des nouvelles technologies. En 1993, vous êtes élu député dans le sillage de Jacques Chirac. Et en 2001, vous prenez de haute lutte la commune de Voipy à la gauche, retrouvant par là même votre siège de député perdu 4 ans plus tôt. En 2011, vous devenez conseiller départemental et la même année, vous intégrez le Sénat. En 2017, vous démissionnez de votre poste de maire de Voipy compte tenu de la loi sur le non-cumul des mandats. En 2020, vous devenez maire de Metz, qui vous oblige à quitter le Sénat. Et vous êtes enfin revenu au Conseil régional depuis 2024. 21. 2 erreurs. 5 décennies de mandat électif avec une seule anicroche en 1997 lors des élections législatives qui ont été emportées, on s'en souvient, par la vague rose. François Grosdidier, vous êtes entré en politique comme certains entrent dans les ordres, j'ai envie de vous dire. D'où vous vient cette passion pour la chose politique ? C'est la passion du service des autres. Pour moi, c'était la poursuite de l'engagement scout. Voilà. Je disais lors de mes vœux, Clausewitz disait que la politique était la continuation de la guerre par d'autres moyens. Pour moi, c'était la continuation du scoutisme par d'autres moyens, c'est-à-dire le service des autres. Et c'est vrai, de l'adolescence vers l'adulte, je suis passé de l'un à l'autre, finalement avec la même motivation. Alors, vous n'appartenez plus aujourd'hui à aucun parti. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe par rapport justement à votre engagement en politique maintenant depuis près de 50 ans ? Non, d'abord mon engagement était auprès de Jacques Chirac en 1981. Donc j'étais tout jeune et c'était le lendemain de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République. J'ai toujours été moi-même, donc parlementaire dans un groupe à l'Assemblée comme au Sénat où on n'existe pas si on n'est pas dans un groupe, et j'ai toujours été avec une forte indépendance d'esprit sur des sujets comme l'écologie, l'intégration, la sécurité ou d'autres. J'ai pu me distinguer de mon groupe tout en étant à l'aise dans ma famille, mais j'étais venu au RPR pour Jacques Chirac. J'étais déjà mal à l'aise dans l'UMP de Vauquier. Quand Ciotti a été élu à la présidence, j'ai dans l'heure effectivement démissionné. Et quand on est maire, on n'a pas besoin d'appartenance politique, je dirais même au contraire. On est maire de tous les Messins. J'ai dans mon équipe des gens de droite, mais aussi des gens de gauche, j'ai des écolos, j'ai une majorité de gens qui n'ont pas d'engagement politique, qui sont simplement issus de la société civile. Et moi, je suis maire de la même façon. Je ne me demande pas aux Messins s'ils sont de droite ou de gauche, s'ils ont telle ou telle conviction, s'ils sont de telle ou telle condition. Non. Donc le but, c'est de les servir. Voilà, c'est de les servir, et le but, c'est de rassembler tout le monde. Exact. Alors, élu d'une courte tête en 2020, on le rappelait, à la mairie de Metz, alors moins de 200 voix, vous achevez un mandat qui a été quand même perturbé par la crise sanitaire, il faut le rappeler. Qu'est-ce que vous retenez de ce premier exercice à la tête de la ville ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? D'abord, j'ai l'habitude de dire... d'affronter les difficultés, même de déplacer les montagnes. À Voipy, j'ai restauré le droit dans une zone de non-droit et j'ai totalement rénové la ville. Tout est plus long et plus lourd à Metz.
dans une ville de 120 000 habitants par rapport à une ville de 14 000. Beaucoup d'inertie administrative, interne mais aussi externe, par une technostructure étatique qui est de plus en plus étouffante, parfois même des juridictions administratives qui sont de plus en plus contrariantes, ou des autorités administratives indépendantes qui empêchent de faire tout en n'apportant pas de solution. Et puis on a surtout été coincé pendant 2 ans par la Covid, quoi. On est arrivé en retard, avec 3 mois de retard, arrivé en plein été, donc fallait attendre septembre pour vraiment prendre en main. On a été immédiatement pris par l'urgence. On a monté à Metz le centre de vaccination le plus performant de France, mais on s'est mobilisé là-dessus avant de se mobiliser sur les projets du mandat. Après, on a été dans une absence de lisibilité budgétaire parce qu'on redoutait le pire sur un plan économique au lendemain de la crise sanitaire. Ça n'a pas été le cas, mais le pire a été avec la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui immédiatement plongeait la ville dans des difficultés parce que nous n'avions aucun matelas, aucun gras, aucune marge de manœuvre. On héritait de caisses vides, d'un patrimoine dégradé, aucune marge de manœuvre. Et en ayant calculé une trajectoire tout juste sans augmenter les impôts pour finalement d'abord remettre en état, remettre à niveau avant d'imaginer des projets nouveaux, et même ça venait être contrarié. Et après, si on n'a pas payé le coût économique de la Covid tout de suite, on le paye 4 ans plus tard. C'est sûr. Le quoi qu'il en coûte, je veux dire, fait qu'aujourd'hui, l'État réduit les moyens des collectivités pour payer une dette qui n'est pas la leur. Voilà, donc tous les conditions d'exercice ont été extrêmement difficiles, à la fois en raison du contexte global, aggravées par une situation financière de la ville terrible, aucune marge de manœuvre, et avec un patrimoine complètement dégradé qu'il fallait rattraper, tant dans le patrimoine communal que dans les logements sociaux. D'accord, alors on passe à autre chose, l'annulation par le tribunal administratif de la subvention municipale pour la construction de la nouvelle mosquée de Metz. Ça a été un affront, ça, pour vous ? C'est un affront surtout pour nos compatriotes de confession musulmane, parce que le juge administratif, en fait, valide une forme de discrimination, expliquant que la ville, confirmant qu'une ville en Alsace-Moselle peut financer le culte, et on finance proportionnellement beaucoup plus le culte catholique, protestant ou israélite à Metz que le culte musulman. Donc c'est un sujet d'équité, et il explique qu'on n'aurait pas forcément besoin pour eux, alors que le besoin matériel est évident, quoi, qu'ils prient entassés, je veux dire, dans des caves, parfois doivent sortir dans la rue, et en sortant une jurisprudence qui dit oui, mais à partir du moment où il pourrait y avoir de la place ailleurs, et pas que dans la ville, dans la métropole, en faisant référence à Voipy, même si matériellement il n'y a pas la place, mais en dégageant ces principes, demain, d'ailleurs, il pourrait dire, mais vous n'avez pas besoin de rénover cette église, puisque de toute façon, elle est vide la plupart du temps, et donc, vous n'auriez pas besoin de récupérer tel équipement de sport, ou de l'agrandir, parce que finalement, le juge considère que c'est assez grand pour qu'il y ait un licencié, donc on est dans une forme de déplacement. Je parle d'un juge qui est normalement de l'égalité, qui devient un juge d'opportunité, et qui finalement apprécie des besoins à la place des élus. C'est une jurisprudence qui est un peu inquiétante, voilà, avec un fond quand même très discriminatoire, et c'est un affront surtout pour nos compatriotes musulmans, et je le regrette, parce qu'autant je suis très ferme sur le respect des devoirs et des obligations par tous, quoi. Je pas la réputation d'être laxiste, voilà. Donc, mais je pense qu'on peut être très ferme, très dur même sur les exigences du respect des droits par tous, à condition d'être aussi très juste sur la garantie des droits de chacun, quoi. Et c'est le même droit au logement, je veux dire à l'emploi, même à la pratique de son culte. On n'a pas, voilà. Et si on veut de la sécurité, ça peut se faire que dans un esprit de concorde et d'équité. Et là, il y a rupture. Alors les tergiversations, on passe à autre chose autour de l'appellation de l'Eurométropole, ont pris aussi des allures de règlement de compte avec le préfet de l'époque. C'est une perte d'énergie pour vous autour d'un non-problème ? Énorme. Moi, je suis très content d'avoir nos préfets qui consacrent son énergie à trouver des problèmes, trouver des solutions, à combattre le narcotrafic, plutôt que d'essayer d'imposer, d'expliquer que c'est lui qui décide et pas le maire, y compris dans le champ
des compétences de la commune ou d'intercommunalité. Dans un jeu de pouvoir, ce qu'on attend des fonctionnaires de l'État, c'est pas qu'ils soient en permanence à rappeler des pouvoirs qu'ils ont encore grands, puisque la décentralisation française est très fictive. Elle est tellement encadrée, corsetée, etc., que très souvent, c'est d'ailleurs ce qui coûte très cher, ce qui nous réduit à l'impuissance, parce qu'on dit que les collectivités se doublonnent, c'est parfois vrai, mais surtout l'État doublonne les collectivités, et il se doublonne lui-même avec plusieurs services, parfois qui s'occupent de la même chose, mais qui donnent des injonctions contradictoires, et vous rajoutez les autorités administratives indépendantes qui émettent des avis encore différents, et un juge administratif, un juge d'opportunité qui vient là-dessus. Voilà, c'est pour ça que on parle parfois d'impuissance publique à régler les problèmes des gens sur la sécurité ou même sur la simplification administrative pour la vie des artisans, d'entreprises, quoi. On pourrait multiplier les sujets, et là, c'en était une parfaite illustration. Voilà, un préfet qui était là pour empêcher parce que lui ne le souhaitait pas, alors qu'il n'y avait aucune règle de fond qui l'empêchait. Mais voilà, j'en ai le pouvoir, c'est moi qui décide du non. Voilà, on était une exception en France. Ben voilà, donc avec un trait d'union, ça règle le problème. C'est aussi un trait d'union entre la métropole et l'État, et j'en suis très heureux. Et on peut se consacrer à la résolution des vrais problèmes, tout en réaffirmant le caractère qui est européen notre métropole. Je veux dire, c'est toute notre histoire, c'est notre géographie, c'est notre économie, c'est notre projet. Voilà. Alors, les difficultés pour l'organisation du marathon ressuscité et la disparition du Moselle Open, est-ce que ça vous a affecté, monsieur le maire ? C'est toujours embêtant, mais je veux dire, on a une difficulté, on la surmonte. C'est ça. Je veux dire, aujourd'hui, l'Euromarathon a eu lieu. Bon, et le prochain aura lieu. Alors là aussi, purement du formalisme juridico-administratif. On dit, mais vous n'avez pas la compétence express, puisque ça reste aux communes. Oui, sauf que quand c'était les autres qui organisaient le marathon, ça ne les dérangeait pas qu'on n'ait pas la compétence. Et par ailleurs, l'État nous demande tous les jours à la métropole de nous engager dans des sujets qui ne sont pas notre compétence. Dans la politique familiale, avec la CAF, sur le contrat local de santé, ce n'est pas dans nos compétences. Bon, là, on est une fois sur du pur formalisme, donc on le règle. Donc on fait une réforme des statuts qui portera à la fois sur le nom et sur la compétence. Donc ça veut dire une délibération au Conseil métropolitain, 46 délibérations dans les communes. Ben voilà, c'est beaucoup de paperasserie, mais on règle le problème. Voilà, mais effectivement, on passe beaucoup trop de temps à régler des problèmes purement formels, qui parfois d'ailleurs entraînent des décisions judiciaires très fâcheuses, jusqu'à des condamnations pour des sujets, non pas que quiconque se soit mis un euro dans la poche, mais sur des règles purement formelles. Voilà, donc c'est la France, c'est comme ça, donc on le fait, et puis malgré tout, on atteint les objectifs. C'est pas parce qu'il y a plus d'obstacles sur le chemin, et bien qu'on renonce à parcourir le chemin. Ça, c'est chouette. Le débat autour de l'utilité de la serpentine, c'est clos pour vous ? Écoutez, d'abord, il a dit beaucoup de bêtises. On a parlé de 5, 6, 7 millions d'euros. La serpentine, c'est 1 200 000. Les autres millions d'euros, c'est ce qu'il fallait faire. C'était d'abord de changer tous les réseaux en dessous. Les conduites, câbles électriques, ça n'avait jamais été fait. Et vous savez, quelques mois plus tôt, rue Taizon, je veux dire, on a une conduite qui a pété, la rue qui a été inondée, les commerçants qui étaient plus accessibles quand ils n'étaient pas inondés. Comme ça, on hérite de la même chose rue Serpentine, et le travail qui n'a pas été fait par nos prédécesseurs, on doit le faire, on aurait pu avoir la même chose. Donc les millions d'euros, ils sont là, ils sont en dessous, ils ne sont pas visibles. Bon, et il fallait le faire. À partir du moment où on les refait, on n'allait pas laisser les PV glissants, rustinés au goudron, les mêmes qu'on a encore rue des Clercs. Bon, on allait mettre des beaux pavés, personne ne regarde les pavés. Et à partir de là, il y avait quoi ? Soit on faisait que les pavés, soit on disait on en profite pour végétaliser. Soit on en profite aussi pour faire quelque chose d'un peu plus original. On a lancé un concours d'architectes. J'aurais voulu, qui ont sorti cette idée de serpentine, j'aurais voulu quelque chose de tout de suite plus figuratif, représentant le Graouli. Et ça, tout le monde s'y serait retrouvé. Sauf que l'architecte des bâtiments de France, qui est maître de ce qu'on fait en ville, c'est pas le maire, le patron, là c'est l'ABF, a dit qu'il ne voulait pas quelque chose de figuratif, mais quelque chose de plus suggestif avec, ce truc en acier. Qui se transforme la nuit en Graouli par le jeu de lumière, ce qui est sympathique, et qui par ailleurs comporte aussi des assises, comporte les jardinières, comporte une alcôve sonore, on peut entendre la légende du Graouli, comporte des brumisateurs qui seront bien utiles les étés de canicule, une fontaine à eau potable aussi, autant d'éléments qui vont agrémenter. Je crois que, se sont déchaînés là-dessus ceux qui critiquent absolument tout. Il y a ceux qui critiquent les navettes fluviales électriques qui
pourtant le mode de transport le plus écologique. Ceux qui ont critiqué que ce soit un mécène et non pas la ville qui paye la statue du général de Gaulle sur le parvis d'Agar. Sur la Serpentine, monsieur le maire, on voit bien que les gens se sont quand même globalement adaptés l'événement. Parce que quand on voit le nombre de gens qui se prennent en photo le soir devant la tête du Graouli, mais il y a des critiques, mais ce qui aurait été critiquable, c'est de ne rien faire. Ce qui aurait été critiquable, c'est de laisser la rue Serpenoise dépérir. Dans quel état on a retrouvé la rue Serpenoise, qui était l'une des rues les plus commerçantes de France, que dans le monde du commerce, on connaissait comme l'avenue Montaigne à Paris ou la rue Sainte-Catherine à Bordeaux. Et dans quel état on l'a retrouvée. Aujourd'hui, elle revit, elle ressuscite de l'intérêt. Exactement. Alors, vous êtes souvent attaqué aussi sur l'insécurité qui régnerait sur Metz. Qu'est-ce que vous répondez brièvement là à vos détracteurs ? Je trouve que c'est extraordinaire parce que ceux qui me critiquent aujourd'hui sur l'insécurité, on voit que la presse en parle, que l'opposition de gauche en parle. C'est ceux qui expliquaient il y a 5 ans qu'il n'y avait pas de problème d'insécurité, que c'est moi qui n'avais qu'un sentiment et que c'est moi qui excitais ce sentiment, que j'inventais un problème qui n'existait pas pour me faire plaisir comme un cow-boy à vouloir des policiers ou de la vidéo qui n'était pas nécessaire. Et c'est ceux-là qui aujourd'hui expliquent qu'on a un problème d'insécurité et qu'à la limite, j'en fais pas assez. Alors, j'en fais le maximum dans la limite des finances communales. On a passé le nombre de caméras vidéo, de flux vidéo de 150, qui étaient en plus juste destinés à la gestion des entrées-sorties du plateau péatonnier, à la régulation de la circulation. On va arriver à 1000 caméras, on a 950 actuellement en sécurité publique. Les policiers municipaux, je ne pouvais pas les augmenter de plus de 25%, ce qui était déjà énorme, mais au-delà, il aurait fallu augmenter les impôts, mais en clarifiant leur mission, en clarifiant l'organisation avec des unités par quartier, avec des unités qui travaillent aussi 24 heures sur 24, 365 jours par an, 25% d'effectifs en plus, on a doublé le nombre d'interventions. La vidéoprotection, ça leur permet d'être au bon endroit au bon moment. Ça a permis de faire des flagrants délits ou quasi flagrants délits, de rattraper des voleurs ou des agresseurs en quelques minutes. Voilà, tout ce qui n'était pas possible avant. Alors, on a un phénomène de délinquance générale qui va à la fois de l'irascibilité, de l'agressivité ambiante dans la société, y compris dans la sphère familiale, dans le bas du spectre et dans le haut du spectre, le développement du narcotrafic, le développement de la criminalité organisée, où là, c'est un sujet de police nationale. Ça ne peut pas être le nôtre. Et il faut que nous puissions même, je le dis, décharger un peu la police nationale des sujets du quotidien, en espérant qu'elle se concentre sur le haut du spectre de la délinquance. Alors, vos plus chers ennemis ne désarment pas devant les tribunaux pour vous faire plier. À votre avis, pourquoi un tel acharnement ? Parce que ça fait 25 ans que ça dure, que quelques individus, un ancien sénateur qui m'en voulait de réussir ce qu'il ne réussissait pas, un autre personnage, responsable d'une association caritative que j'ai fait condamner pour abus de confiance. Bon, donc se sont réunis. Et puis, c'est parfois l'extrême droite, et souvent avec la gauche à Metz, ce tir croisé, de gens qui ne pouvaient pas me battre sur le terrain de l'action ou des idées, et donc qui ont choisi le harcèlement judiciaire. Ce sont des centaines de plaintes, de réclamations, de recours qui ont été faits contre moi sur 25 ans, toujours par les mêmes, et ça continue. Donc un véritable harcèlement judiciaire. J'ai été suivi par des détectives privés pour voir où j'allais, etc. Quand j'écris mes mémoires, je pourrais en écrire énormément, un certain nombre de procédures, j'ai eu des condamnations uniquement sur des sujets formels. Mais alors qu'ils ont fait, qu'il y a été mené plus d'investigations contre moi que contre n'importe quel dealer de Metz ou de Voipy, qu'on a passé au scanner ma vie, mon patrimoine, mes revenus, toutes mes actions, tous mes marchés publics, et bien la conclusion, c'est que je ne me suis jamais mis indûment un euro dans la poche. Je veux dire, et si tous mes adversaires étaient passés à ce scanner, je ne suis pas certain qu'ils s'en sortent de cette façon. Et même quand vous êtes en prise illégale d'intérêt, parce qu'en fait vous avez demandé une subvention pour une association présidée, mais pour une cause noble, et que vous n'avez jamais profité d'1 euro de cette subvention. Et alors, quand vous êtes en détournement de biens publics, non pas parce que vous êtes mis d'argent dans la poche, mais parce qu'un jour vous utilisez une voiture d'une fonction publique
pour une mission d'une autre fonction publique, un peu comme un chef d'entreprise qui prendrait sa voiture de société pour aller au rendez-vous d'une société, de sa société, mais aussi d'une autre société qu'il dirige, pas pour faire les courses ou pour aller en vacances. Et qu'on lui dirait, non, vous auriez dû changer de véhicule entre les deux rendez-vous. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est ça. Et moi, je suis très heureux et très fier, je veux dire, d'avoir été aussi, je veux dire, passé au scanner et m'en sortir aussi bien. Et franchement, même sur ces condamnations, ce sujet très formel, de dire, j'ai moins de sentiment de culpabilité que d'avoir été verbalisé pour avoir téléphoné au volant. D'accord. Alors, si vous êtes réélu à la mairie de Metz au mois de mars prochain pour un deuxième mandat, quelles seront rapidement les décisions que vous serez amené à prendre, mais alors on va dire immédiatement? Vous savez que si je me représente et si je suis réélu, eh bien, je suis d'abord dans la continuation d'action. Oui. J'ai aujourd'hui, d'abord je termine ce qui est commencé. Oui, je veux dire, on a un espace gymnique voilà, qui va bientôt être terminé. Alors, tout a pris 2 ans de retard avec la crise sanitaire qu'on a expliqué. On a une piscine métropolitaine qui va sortir. On a la ligne C du Métis qui va sortir. On continue les dossiers entamés. Plein de dossiers en cours. Bien sûr qu'on va continuer. On va continuer de faire massif à la métropole à travers notre société EMH à rénover massivement les logements aussi, quoi. Donc on est vraiment on a aujourd'hui, depuis 2020, une ville qui est plus sûre. Mais dans le contexte actuel, il va falloir qu'on continue, et en suivant toujours les nouvelles technologies et les évolutions de la délinquance, eh bien qu'on s'adapte toujours aux nouvelles formes de délinquance. On a une ville plus verte. Honnêtement, on a planté 3 fois plus même de végétation et même 10 fois plus d'arbres après 2020 qu'avant 2020 chaque année. On va continuer également le plan vélo. On a fait depuis 2020 3 fois plus de pistes cyclables par année qu'on en faisait avant. Et tout en ne pourrissant pas la vie des automobilistes, en leur interdisant pas l'accès à Metz, je veux dire au préjudice de l'activité commerciale. Donc nous allons continuer le développement universitaire. Je veux dire, il était en panne à Metz, alors que nous sommes la métropole la moins universitarisée de France. On avait même perdu dans la décennie précédente une école de commerce. On a retrouvé une école d'ingénieurs. Georgia Tech, qui a choisi Metz sous Jean-Marie Rauch pour faire son antenne européenne, a décidé de doubler sa capacité. On a rénové la totalité des logements étudiants publics. Donc, on va continuer. On a amorcé une transition écologique forte, concrète, pour décarboner notamment tous les véhicules publics, les transports en commun, les bennes à ordures, etc. Donc on va continuer dans cette direction. Je crois qu'on tient le bon cap partout. Il faut persévérer, mais tout ça est très fragile. Donc il faut redoubler de volonté. Et j'avais déjà dit en début du précédent mandat que je ne construirais pas de cathédrale ou de grands monuments. Certains me le reprochent. Je veux dire, mais c'est très facile. Aujourd'hui, nous payons les réalisations des mandats précédents par une dette extrêmement importante. Et on retrouvera de l'aisance financière avec des emprunts qui arriveront à échéance. Vous vous rendez compte qu'à la fin de mon 3e mandat. C'est-à-dire, on est... et donc, c'est moins de nouveaux investissements massifs, de création de grands équipements qui coûtent cher qu'il faut faire, que de régler les problèmes du quotidien. Faire comme je l'ai fait pendant 6 ans. Aller toutes les semaines, chaque soir que j'aurais pu avoir de libre, aller rencontrer les habitants sans filtre et voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, ça n'a pas coûté d'argent. Ça a permis de régler beaucoup de problèmes. La sécurité, oui, on a mis les moyens, 25% effectivement plus, mais plus que doubler le nombre d'interventions, parce que les ordres sont plus clairs, parce que l'organisation est plus claire, parce qu'on est beaucoup plus déterminé. Sur la propreté, on a un peu augmenté les moyens, mais on a surtout motivé le personnel et tenu un discours de responsabilité à la population, de la prévention, mais aussi de la verbalisation. Aujourd'hui, on a une des villes les plus propres de France. Voilà, donc tout ne se traduit pas, je veux dire, en dépenses par l'emprunt qu'on fera payer aux générations futures, mais par une clarté, par une volonté, par une détermination dans les actions au quotidien. Et j'ajoute qu'il y a tout ce qui fait le cadre de vie des gens,
mais il y a aussi tout ce qui fait l'image et l'attractivité de Metz. Voilà, dit Metz est plus verte, Metz est plus sûre, Metz est plus propre, Metz est surtout plus attractive. Je veux dire, Metz change d'image. Voilà, Metz attire de plus en plus d'étudiants, mais aussi de touristes. C'est sûr. Et de touristes qui viennent de plus en plus nombreux et de plus en plus loin, et que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver. C'est ça nos réussites et c'est ça qu'il faut continuer. Alors, Monsieur le maire, je vais vous proposer, pour conclure cet entretien, de nous intéresser à des personnalités qui ont peut-être marqué positivement ou négativement votre parcours. Un simple commentaire sur chaque nom que je vais vous donner, soit les qualifier par un mot ou un autre nom, ou alors vraiment très court, dire un peu quelle est la pensée que vous avez sur cette personnalité, si vous voulez bien. Vous êtes prêts? Oui. Allez, le général de Gaulle. Écoutez, j'ai tenu à ériger sa statue devant la gare du général de Gaulle, parce que pour moi, il est la référence absolue, à la fois de la France dans ce qu'elle doit être. On aime la France, on est patriote sans être nationaliste, c'est-à-dire sans haïr les autres, avec une vocation universelle. C'était aussi la volonté, le 18 juin, la liberté, tout était foutu, tout était écrasé, les Allemands étaient partout, et il dit non, c'est pas terminé, on continue. C'est ça le général de Gaulle, c'est vraiment un idéal. Voilà, la combativité et le sens du rôle de la France, même dans le monde, de ses valeurs universelles, au moment où elles sont tellement d'ailleurs battues en brèche aujourd'hui. François Mitterrand. François Mitterrand, c'est le prince de l'ambiguïté. Voilà, il y a un peu de Machiavel, il y a aussi une grande sensibilité littéraire, personnage extrêmement complexe qu'on ne peut pas réduire en quelques mots. Jacques Chirac. Jacques Chirac, que j'ai beaucoup aimé, pour moi c'était presque un deuxième père, je me suis attaché à lui après la mort de mon père, un homme qui aimait formidablement les gens, qui les connaissait, parfois même il se faisait passer pour une brute en étant effectivement beaucoup plus fin, et qui connaissait à la fois les gens, qui s'intéressait aux gens individuellement, en quelque sorte, mais également qui connaissait les peuples. Connaissait bien les humains, qui connaissaient les peuples, et c'est peut-être le dernier chef d'État qui connaissait autant les peuples dans leur diversité. Il manque cruellement aujourd'hui, sa voix nous manque. Entre les Trump, les Poutine ou des chefs d'État qui sont très technocratiques, voilà, c'est un immense bonheur. Justement, sans transition, Donald Trump. C'est l'inverse de Chirac. Simpliste, la brute, qui parfois peut produire un bon effet parce qu'il faut avoir une réaction déterminée à un moment, mais qui fait plus de mal que de bien, et qui est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Vladimir Poutine. Je dirais, pour moi, c'est le mal incarné. C'est-à-dire, il a transformé un sentiment qui pouvait être légitime de fierté russe dans ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire l'impérialisme, le bellicisme, exactement comme Hitler, parce qu'Hitler avec la Shoah en moins quand même. Tiens, cette nuance. Mais enfin, quelqu'un qui va transformer un peu la frustration d'un peuple dans une mécanique que plus personne ne peut arrêter, impérialiste, et qui est en train de nous recréer toutes les conditions de la guerre en Europe et de déstabiliser le monde entier. Donc, Ok. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il a incarné la nouveauté quand les partis traditionnels se sont effondrés, se sont discrédités, tant à droite qu'à gauche. Il a énormément déçu parce qu'en fait, il a confirmé une tendance de fond de l'État de la technocratie contre la démocratie. Coupure du peuple, de gérer de façon technique et déshumanisée. Alors, n'en aurait pas tort sur tel ou tel sujet technique, voire même diplomatique. Mais cette conception du pouvoir, d'un centralisme technocratique, c'est tout le contraire de ce qu'il faudrait. On est d'accord. Voilà, il faut régionaliser, il faut déconcentrer. Moi, j'envie nos autres. Il faut qu'on décide plus près du terrain. Et Macron a fait exactement l'inverse, accentuant la fracture entre le pouvoir et les citoyens. Nicolas Sarkozy. Personnage complexe aussi que j'ai beaucoup pratiqué de mon âge et beaucoup plus complexe qu'il n'apparaît, mais aussi à un moment, je dirais une part de brutalité, de versatilité qui était déroutante. Voilà, donc peut-être sincère de son engagement à un moment donné, mais avec des
des changements de cap et parfois, je veux dire, une forme de brutalité à la Trump, sans être dans ces excès-là, mais qui pouvait être déroutante. Jean-Luc Mélenchon. Un homme qui a suivi une très mauvaise évolution. Voilà. Souvent, tous comme ça, on peut être dans l'engagement politique un peu excessif dans sa jeunesse, se modérer par la suite, dépendant de sa jeunesse. Lui, ça a été, dirais même, c'est ce que Marine Le Pen essaie au moins d'incarner, d'un excès, on se modère, Oui. voilà, en mûrissant. Lui, c'est l'inverse. Il est devenu extrémiste avec l'âge. Aujourd'hui, pour moi, et il est en rupture avec la République. Il fractionne le peuple. Moi, ce qui fait rejeter les extrêmes, je ne souhaite pas pour mon pays qu'on unisse les siens contre les autres. Alors que ce soit sur l'origine, la religion éthique, ça c'est l'extrême droite, ou alors qu'on active à ce point la lutte des classes. Il va plus loin que la lutte des classes. C'est aussi les catégories ethniques, en jouant des minorités, par exemple issues d'immigration, contre la majorité du pays dans lequel pourtant les premiers ont vocation à s'intégrer. C'est un incendiaire et pour moi il n'est pas républicain. Jordan Bardella. Une coquille vide, un produit de marketing. Alors on va revenir un peu plus localement. Jean-Marie Roche. Un modèle. Et pourtant, paradoxalement, je suis rentré dans l'opposition, mais c'est le temps qui était passé à gauche, mais dans une gauche très modérée. Et pour servir les intérêts locaux qui, effectivement, avaient été mal servis dans le gouvernement Chirac 2 ans plus tôt, où seule la Lorraine Sud était représentée. Donc j'en ai discuté avec les protagonistes de l'époque, comme Pierre Messmer, qui est le premier qui m'a donné des responsabilités en politique. C'est un excellent gestionnaire, un immense serviteur de la ville de Metz, et quelqu'un qui a eu la vision et le sens de l'anticipation. Jean-Marie Pelt. Donc on passe de l'un à l'autre, et dans les grandes intuitions, les grandes visions de Jean-Marie Roche, il y a eu les technologies. Voilà, donc la transition numérique avec 50 ans d'avance, mais aussi la transition écologique avec l'écologie urbaine. Et ça, on le doit à Metz, à Jean-Marie Pelt, mais Jean-Marie Pelt, c'est beaucoup plus qu'un Messin pour Metz. Jean-Marie Pelt, c'est un homme universel, c'est celui qui pionnier de l'écologie urbaine, mais aussi de la santé environnementale, et c'est vraiment d'une inspiration, non pas marxiste, comme beaucoup d'écologistes d'aujourd'hui qui abusent de cette étiquette, en étant plutôt démocrate chrétien et profondément humain, et donc c'est d'une écologie responsable, bienveillante, tout le contraire des Verts d'aujourd'hui, et dont les messages restent plus que d'une actualité, sont chaque jour plus vrais que jamais. On est d'accord. Gérard Longuet. Un immense bonhomme qui a été un grand président de région, qui aurait, à mon avis, été Premier ministre de Jacques Chirac s'il n'avait pas été mis injustement en cause, notamment dans cette affaire de la villa de Saint-Tropez dont il a été totalement blanchi, qui montre à quel point d'ailleurs ces formes d'agression juridico-médiatique peuvent être dévastatrices. Alors il a été un grand ministre de la Défense aussi, mais c'est dans sa génération, un immense serviteur de l'État que je mets au plan dans sa génération d'Alain Juppé et de Philippe Séguin. Jean-Pierre Masseret. Jean-Pierre Masseret, personnage complexe aussi, élu local à Metz, qui a été président de région, qui a été sénateur et qui était plus fait. Il est très intéressant sur les analyses de la société, plus d'ailleurs que sur l'action concrète, comme je peux le faire à l'échelle mairie comme Metz. Voilà. Oui. Ces réflexions sont toujours très intéressantes, très pertinentes. Il est maintenant observateur, il n'est plus acteur de la vie publique. J'ai beaucoup regretté le résultat des élections régionales de 2004, pas seulement parce que Jean-Pierre Masseret a battu Gérard Longuet, qui pour moi était un meilleur président de région, mais parce que du coup, Jean-Pierre Masseret a dû renoncer à sa carrière de président du groupe socialiste au Sénat, et je suis sûr qu'il aurait été un meilleur que ceux qui l'ont suivi, et qu'il aurait été le meilleur président socialiste du Sénat qu'on aurait pu avoir, alors que celui qu'on a eu n'était pas bon. Voilà. Donc, au moins les choses sont claires. Jean-Louis Masson.
Jean Masson, c'est une intelligence dévoyée, c'est quelqu'un qui à 30 ans se voyait, se disait futur président de la République, qui avait juste pas compris que la politique était un sport collectif, a même eu un comportement toute sa vie de sociopathe, donc on ne peut pas réussir en politique comme ça, et du coup on a déclenché une immense rancœur mensuelle, dont je suis la première cible, mais je ne suis pas la seule, et donc qui a utilisé toutes ses capacités à faire du mal, soit aux autres, soit même à la collectivité. Si aujourd'hui on a loupé la 32 et qu'on a des dizaines de milliers de Lorrains qui galèrent tous les jours au Luxembourg, ils lui doivent. Son neutralisation, c'est cet aquadrome de Noroy-Alveneur qu'il a fallu démonter et déconstruire avant même que la collectivité finisse de rembourser. Voilà, tout ça c'est dommage. Alors pour terminer, François Grosdidier, un mot qui incarne pour vous une de vos valeurs, qui restera, peu importe la suite. Alors j'en aurais deux, parce que... Sans problème. Bon, voilà, c'est à la fois l'attention aux autres ou l'empathie, je disais, et la deuxième, c'est la responsabilité. Deux mots qui vont très bien ensemble par vos fonctions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cet entretien, pour cette première émission de La Vérité en campagne. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci.